Photographie assez récente de la Via Appia Antiqua. Alors qu'est-ce que la Via Appia Antiqua? Bien, en fait, c'est une voie romaine, c'est-à-dire une route construite par les Romains pendant l'Empire romain. Alors cette route peut paraître aujourd'hui assez frustre, avec seulement des pavés un peu disjoints et plutôt un chemin de terre peu agréable, mais en fait c'était un summum de modernité à l'époque. Alors ces routes sont développées pendant la paix romaine, qui va faire l'objet de notre grand 2. Donc quels avantages apporte la paix romaine donc au 1er et au 2e siècle après Jésus-Christ? Petit 1, l'exemple d'une villa gallo-romaine, Richebourg. Alors, Richebourg est une villa située dans le bassin parisien en France. Donc à partir de plusieurs documents, nous allons étudier un petit peu cette villa. Tout d'abord, une reconstitution de la villa de Richebourg qui nous montre un ensemble de bâtiments assez importants et des champs environnés de champs. Donc ici, une vue aérienne de la villa de Richebourg telle qu'elle a pu être prise récemment, où on voit tout le bas des murs qui est resté en place et qui avait été protégé, qui ont été retrouvés par l'archéologie. Donc si on essaye d'associer un petit peu chaque endroit de la vue avec la reconstitution pour voir ce qu'il y avait dans cette villa, on peut noter que donc ici on avait la maison du maître, à côté des thermes, donc intégrés à la maison, qui permettaient d'avoir de l'eau chaude et un bain chaud pour les maîtres. Un peu à l'extérieur, le cellier pour entreposer le vin. On a une grange pour le foin, un grenier pour le blé, et aussi un temple, puisque la villa étant assez éloignée d'une ville, elle permettait de sacrifier aux dieux romains. Donc on voit que c'est un ensemble donc important, avec des bâtiments, des jardins, des champs, une grosse exploitation agricole. Donc cette grosse exploitation était dotée donc d'une grande habitation du maître avec plusieurs chambres, une galerie à colonnade qu'on peut repérer ici, et un système de citernes et de thermes avec des bains chauds, donc qui était très moderne donc pour un ensemble rural comme cette villa. Donc que fabriquait-on que produisait-on dans dans cette villa de Richebourg? Il y a ici une mosaïque donc qui a été découverte dans une autre villa gallo-romaine qui date du IIe siècle. Donc sur cette mosaïque, on voit qu'il y a les labours et les semailles, on voit le foulage du vin et les récoltes du raisin. Donc on produit du vin, on produit du blé, on ramasse du bois pour l'hiver, et on voit aussi les sacrifices en l'honneur du dieu. Alors, une villa est très organisée et dirigée par un intendant qui doit surveiller les travaux, notamment des esclaves, qui surveille les récoltes. Alors, il y a du blé qui est fabriqué, des poteries qui sont cuites dans des fours. Et cette villa, c'est aussi une habitation luxueuse. C'est sûrement ça qui a donné l'explication du mot villa aujourd'hui dans son sens actuel. Pour résumer, une villa est un grand domaine agricole. Partout dans l'Empire romain, l'agriculture se développe. Il y a de grandes villas luxueuses dirigées par des riches maîtres qui cultivent de nombreux produits agricoles. Donc ces villas vivent, si on peut dire, une sorte d'autarcie, c'est-à-dire qu'elles peuvent produire l'essentiel de ce dont elles ont besoin sur place, mais en même temps, elles vont vendre à l'extérieur les surplus de ces produits. Donc petit 2, un empire en paix. Donc cette carte vierge a été complétée pendant le cours. Elle nous permet de voir ici dans sa version complétée que l'Empire romain, au début du règne d'Auguste, comme on l'avait déjà vu dans le chapitre précédent, entourait l'ensemble de la Méditerranée. Les empereurs ont largement développé cet empire, au nord tout d'abord avec la Bretagne qui a été conquise, des territoires germaniques du centre de l'Europe, la Dacie, dont on a parlé dans la partie précédente, la Thrace, mais aussi des territoires asiatiques. Au maximum, on a même la Mésopotamie, territoire des Parthes qui sont conquis, l'Arabie, l'Égypte, ou encore le nord de l'Afrique avec la Mauritanie, ce qui donne un ensemble très très vaste entourant la mer Méditerranée. Donc cet empire est limité par des frontières, donc on appelle ça le limès qui a donné le mot limite. Le limès est fortifié en certains endroits, là où les peuples voisins, appelés les peuples barbares, étaient les plus dangereux pour l'empire. Donc on voit ici contre les Germains ou les Sarmates, mais aussi au sud de l'Afrique ou en Asie contre les Arabes. Donc
à l'intérieur de ce territoire, on a une paix totale, puisqu'il n'y a pas de guerre entre ces peuples qui sont à l'intérieur de l'Empire romain. Les guerres civiles auront lieu plus tard à partir du IIIe siècle, hein, mais pendant 2 siècles, il n'y a aucune guerre dans l'Empire. Donc cela favorise bien entendu beaucoup de choses. Donc au 1er et 2e siècle après Jésus-Christ, le territoire de l'Empire romain s'agrandit grâce à l'armée romaine. À ses frontières, l'armée surveille le Limès près des peuples barbares voisins. La paix romaine s'impose à toutes les provinces de l'Empire. Le Limès, c'est donc la frontière de l'Empire romain. Donc comme je disais, ça va permettre beaucoup de choses cette paix, notamment on va construire dans l'Empire plein de nouvelles routes qui vont permettre de s'y déplacer rapidement, puisque l'Empire étant très vaste, il faut que les légions puissent aller d'un point à l'autre de l'Empire, protéger le Limès, mais aussi protéger l'Empire de manière générale. Il faut également que les marchands et les habitants puissent circuler rapidement et ne soient pas gênés par les intempéries, la boue, le froid, etc. Donc cette absence de guerre va favoriser la construction de ces voies romaines qui vont relier l'ensemble des provinces à la capitale. Et on peut le voir dans cette coupe d'une voie romaine que ce n'était pas seulement quelques pavés posés sur le sol. Ces pavés étaient posés sur tout un ensemble de matériaux qui avaient pour but de rendre cette voie très très solide et praticable à toute époque. Donc avec l'ajout de pierre, de gravier ou de sable. En plus étaient ajoutées des bornes milliaires, un peu comme nos bornes kilométriques actuelles, hein, qui tous les 1000 pas indiquaient un numéro qui permettait de se repérer rapidement sur cette voie romaine. Donc de même, cette paix va permettre un développement considérable du commerce, comme on peut le voir sur cette carte du commerce donc dans l'Empire au IIe siècle. On peut voir que le commerce se fait à l'intérieur de l'Empire par l'intermédiaire des nombreuses voies romaines qui sont représentées ici en blanc. Donc voies romaines qui font tout le tour de l'Empire mais qui permettent de circuler rapidement de Rome vers une autre partie, mais aussi par l'intermédiaire des voies navigables avec des grands ports comme Alexandrie, Carthage ou Antioche qui se relient au port de Rome, Ostie, et qui permettent d'apporter des produits de tout l'Empire romain, que ce soit du vin, de la poterie de Gaule, de l'huile, du blé ou des métaux d'Espagne, de la laine, des chevaux, du tissu, des pourpres d'Asie. Donc tous ces produits circulent à l'intérieur de l'Empire romain. Mais cela permet aussi d'échanger avec les régions voisines, voire même très lointaines, puisque les Romains se fournissent en bois ou en fourrure au nord de l'Europe. Ils se fournissent en produits de luxe qui viennent d'Inde ou de Chine, avec la soie, les épices, ou des parfums, des pierres précieuses d'Arabie. Et enfin, ils peuvent se fournir en esclaves, en or, en ivoire, mais aussi en fauves, hein, les fameux lions du cirque, en Afrique. Tout cela est bien entendu favorisé par la paix qui règne, puisque les marchands peuvent circuler librement et sans grosses contraintes à l'intérieur de l'Empire. Donc pour résumer, les légions et les marchandises se déplacent rapidement dans l'Empire, le commerce se développe, le blé, le bois, le marbre, les parfums, certains produits arrivent d'Asie ou d'Afrique par la mer Méditerranée, comme des épices.